Alors, bienvenue à cette séance sixième, je pense, des conférences de cette année. Donc, aujourd'hui, je vais demander à Flavia Gervasi, qui est professeure au département de musique de l'Université de Montréal et qui est aussi co-chercheur, co-responsable du projet de l'Observatoire. L'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique de l'Université de Montréal, donc d'animer et de présenter les conférenciers invités. Alors, Flavia a publié plusieurs livres en musicologie, notamment sur la voix, et prépare également un livre tiré de sa thèse de doctorat qui sera publié par la maison d'édition parisienne VINT, qui porte sur l'ethnomusicologie, la recherche de terrain à la réflexion épistémologique, une étude comparative de la vocalité de tradition orale au sud de l'Italie. Bon, alors voilà pour Flavia, et je laisse la parole pour présenter notre thème d'aujourd'hui, qui porte sur évidemment la diversité, les festivals de la diversité, donc la relation entre festival et diversité ethnique et culturelle. Alors, merci beaucoup, Guy Bellavance, et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir animer cette belle séance avec deux présences importantes qui s'occupent de diversité, une thématique reliée à celle des festivals et des productions culturelles en général au Québec, à Montréal et au Québec. Oui, c'est vrai, je m'occupe de musique, de vocalité, d'esthétique au sud de l'Italie, mais j'ai beaucoup travaillé aussi également sur un très grand festival de musique du monde au sud de l'Italie, raison pour laquelle j'imagine j'ai l'honneur et le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui. Donc, 12 invités. Tout d'abord, on va commencer avec Jessica Roda, plus en français, et qui présentera une première conférence, et tout de suite après, c'est le tour de Daniel Latouche. Donc, je vous présenterai Daniel tout à l'heure. Tout d'abord, quelques mots sur Jessica, qui est assistante professeure au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia, également docteur de recherche en ethnomusicologie à l'Université de Montréal et l'Université Paris-Sorbonne, membre du groupe PARPI et responsable du séminaire Culture et Tourisme à l'UQAM. Les intérêts de recherche de Jessica sont plusieurs et portent notamment sur la mise en tourisme et sur la mise en spectacle des patrimoines musicaux surtout, pas seulement, des minorités ethniques et religieuses et des pratiques culturelles transnationales, et puis la ville et le multiculturalisme. Elle a publié sur ces sujets plusieurs articles internationaux en français et en anglais. Et la conférence d'aujourd'hui va porter surtout sur, comme vous pouvez le lire, donc le titre est Transcender les tensions intercommunautaires par la mise en scène du vivre ensemble, l'exemple du Festival du monde arabe à Montréal. Donc, elle va aborder la question de l'interculturalité et ce sujet très passionnant que j'ai bien hâte d'entendre, celui du vivre ensemble, à travers une étude de cas qui est le Festival du monde arabe ici à Montréal, mais surtout, tout particulièrement, de la mise en scène d'un spectacle qui s'appelle Dieu entre deux, 3D, qu'on a mis en scène en 2012, dans l'édition 2012 du Festival du monde arabe, et qui interroge le rôle du religieux et comment on met ensemble différentes religions à travers la musique, donc par la mise en scène. Je te donne la parole. D'accord. Merci Flavia pour cette introduction. Je voulais tout d'abord remercier la chère Canon Dumont de la culture pour cette invitation, et Enda, en fait, Ben Sarah qui n'est pas là, qui a fait le lien
avec laquelle j'ai travaillé dans le cadre de cette recherche. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur un petit peu où se situe cette recherche plus particulièrement. Donc, je me suis intéressée dans ma thèse de doctorat principalement aux ruptures de filiation dans le monde juif et plus particulièrement séfarade et à la manière dont ces ruptures de filiation se sont reconstruites notamment dans l'époque contemporaine au XXIe siècle par le biais de la culture et notamment de la musique. Cette recherche doctorale m'a conduit ensuite à effectuer une recherche sur les modes de représentation de cette identité juive et puis comme on parle d'une identité juive et arabe, je me suis intéressée plus particulièrement à cette dialectique de la construction et de la représentation de l'identité arabe et juive dans le cadre de festivals pour le grand public. Donc ça, c'était mon travail de post-doctorat que j'ai effectué entre 2013 et 2015. Et puis, je développe actuellement un nouveau projet de recherche qui a un petit peu rien à voir avec, qui n'a pas rien à voir parce qu'on est toujours dans la continuité avec les questions de filiation. Où là, je m'intéresse davantage à la question de parenté, de sexualité et de religion dans le cadre des ruptures de filiation au sein des communautés racidiques entre Montréal et New York. La problématique d'aujourd'hui s'inscrit dans un constat que j'ai effectué sur le terrain en France, donc ma thèse de doctorat sur l'identité juive et arabe. Principalement parce que dans ma thèse, je me suis intéressée aux dynamiques entre l'espace communautaire, l'espace grand public et la manière dont ces dynamiques entre espace communautaire et grand public ont pu redynamiser l'espace familial dans la transmission de la culture, notamment de ces juifs séfarades, où il y a eu une rupture de filiation, en l'occurrence due à la Seconde Guerre, à la Shoah et à l'assimilation. Le constat que j'ai pu faire a été surtout dans le cadre des représentations grand public, la mobilisation principalement de la musique séfarade, la musique judo-espagnole, pour aborder et mettre en scène le vivre ensemble, comme on l'appelle, on pourrait en discuter, le critiquer, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté, principalement entre juifs, arabes et chrétiens. Je dirais plutôt juifs, musulmans et chrétiens. Le vivre ensemble des trois religions. Donc, manifestation grand public qui s'effectue en France, que j'ai pu aussi voir étudier en Espagne dans le cadre d'un festival qui s'appelle Tres Culturas à Murcia. Et puis, donc j'ai continué à m'interroger sur cette problématique et à essayer de comprendre un petit peu les modes d'aller au-delà un petit peu de la discussion du simulacre sur ces modes de représentation où on en parle souvent d'une romantisation, d'une mythification, puisqu'en termes de réalité sociale, on est loin du vivre ensemble. Alors, tout d'abord, l'importation du conflit israélo-palestinien, je voudrais dire qu'il a donc des impacts réels et tangibles sur les relations interreligieuses, interethniques ou encore interculturelles, on pourrait en discuter, à travers le monde. Je dirais que plus particulièrement un exemple assez récent, le brûlant débat autour du boycott académique, par exemple israélien, et plus largement du BDS, est un exemple concret et assez proche de nous. Je ne sais pas si vous avez été familier avec ce qui s'est passé, notamment à McGill ou encore plus globalement aux États-Unis, au Canada, où on voit bien qu'il y a un débat assez brûlant. Donc dans cette perspective, en Amérique du Nord, en Europe, au Maghreb ou encore au Moyen-Orient, on voit se dessiner un paysage culturel, notamment urbain, en raison de la configuration de ces espaces où ces différences ethniques et religieuses cohabitent. Donc cet espace prônant le dialogue dit interculturel, encore désigné comme de vivre ensemble, de diversité culturelle, afin d'apaiser les tensions intercommunautaires. Tout un appareillage politique a été développé pour encourager ce type de manifestation, conduisant les artistes, les acteurs des politiques culturelles, les agents culturels à se repositionner ou à se positionner en termes de représentation artistique et culturelle. Plusieurs festivals dits grand public sont désormais envisagés tels des espaces de déconstruction des tensions sociales, religieuses et ethniques, où notamment la création musicale mobilisant des répertoires et des musiciens du monde juif, chrétien et musulman est utilisée en vue de produire un discours du vivre ensemble afin de favoriser la cohésion et le lien social entre individus et groupes divers. Ces représentations pour le grand public soutenues par des politiques municipales, nationales et même internationales, ici l'UNESCO notamment, nous conduisent à interroger la façon dont le religieux peut être présenté et plus largement le rôle des politiques culturelles et des débats sur la laïcité et la place du religieux dans nos sociétés sur ces modes de représentation.
On peut alors s'interroger sur les moyens employés par les organisateurs et les artistes de ces événements pour atteindre cet objectif, et plus largement sur les enjeux de la mise en scène du religieux au-delà de sa dimension sociale initiale, à savoir la représentation de la cohabitation. Vise-t-il à reproduire le discours majoritaire et l'affirmer, ou bien à proposer un autre récit, ici notamment le discours sur la laïcité? Comment se construit et se négocie cette mise en scène de l'interculturalité en termes musicaux? Et que nous révèle cette mise en scène, cette mise en concert du religieux dans l'espace public pour les sociétés qui se définissent à travers la laïcité et pour les individus qui participent à la création? En d'autres termes, comment penser et interpréter la représentation de la diversité au-delà de la critique, du non-authentique, du sensationnaliste, du touristique, de l'éphémère et du commercial? Pour interroger l'ensemble de ces problématiques, je prendrai à témoin le Festival du monde arabe, le FMA, et plus particulièrement une création interculturelle ou interreligieuse, on pourrait revenir sur l'usage de ces termes, de 2012, Dieu en 3D. Dans le prolongement d'une approche collaborative et intersubjective, notamment celle de Luc Lassiter ou de Rapoport, je travaille sur et avec ce festival depuis 2011 à titre de bénévole et de chercheur indépendante, donc de 2011 à 2014. Pour cette recherche, j'ai notamment interrogé les artistes leaders ayant participé à la création, ainsi que Joseph Narlé et Enda Bensala, respectivement le fondateur et directeur du festival et la directrice de la programmation. C'est grâce à une collaboration sur le temps long et un partage des savoirs sur différents sujets avec certains membres du FMA et des artistes ayant collaboré avec l'organisation que j'ai peu à peu eu accès à des informations sur l'organisation et la programmation du spectacle de 2012. Partant du principe que ce festival montréalais pour le grand public offrant une part de programmation musicale gratuite dans l'espace public est une forme urbaine qui participe à la construction de l'identité de la ville, son étude permettrait de révéler un état du patrimoine urbain et de son image qui est perpétuellement mise à l'épreuve par la représentation du religieux. Et ici, notamment, on peut revenir sur le débat autour des accommodements raisonnables ou de la charte des valeurs sur le port des signes religieux. À l'instar de la proposition de Passeron et Revel sur la théorie par cas, cette étude servira de base pour extraire une argumentation de portée peut-être générale sur l'impact du projet urbain sur la représentation des identités religieuses, ethniques et culturelles. Dans leur ouvrage de 2005, il s'agit de remettre au cœur des sciences humaines l'importance de l'étude de cas afin de pouvoir livrer des interprétations plus généralistes sur des phénomènes. Le Festival du monde arabe est un événement thématique dédié à la rencontre et au dialogue des cultures arabes et occidentales, initié par Joseph Narlé en 2000. Après une carrière de journaliste au Liban, à son arrivée à Montréal, Joseph Narlé cherche une presse locale en langue arabe pour être informé des actualités de sa région d'origine. Il ne trouve rien et ressent le besoin de créer un journal communautaire et d'investir dans l'organisation d'événements culturels pour les nouveaux immigrants venus de la région. Il met en place des productions théâtrales, à la fois populaires et savantes, organise un festival culturel libanais ces manifestations étant communautaires. Joseph Narlé cherche peu à peu à créer un espace de rencontre avec les Québécois et surtout un lieu de création pour les artistes locaux. Et c'est à la suite de ces événements que le Festival du monde arabe est conçu, notamment pour, je cite Joseph Narlé, sortir du cadre communautaire. Corollairement au développement du programme d'aide financière aux organismes qui soutiennent la diversité culturelle et artistique, le festival obtient son premier financement public en 2001 par le ministère des Affaires municipales, puis en 2002 par le Conseil des arts du Canada. En 2005, suite au développement des programmes de subvention pour des projets autour de la diversité culturelle, le Conseil des arts de Montréal ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec vont soutenir la manifestation. L'accès à ces financements et surtout la nécessité de poursuivre et d'accroître un tel soutien va alors transformer la programmation et l'image médiatique du festival. Le FMA a désormais lieu essentiellement à la Place des Arts et la présence dans les médias locaux, provinciaux et nationaux va alors s'accentuer. La programmation s'étend maintenant sur 2 semaines avec des artistes locaux mais aussi internationaux. L'événement se veut grand, orienté tant sur les arts populaires, savants que traditionnels, et la collaboration avec des artistes de musique non plus seulement orientale, mais aussi québécoise, espagnole ou brésilienne, ainsi qu'un salon de la culture où est abordée l'actualité politique, sociale et culturelle dans le monde arabe
et dans sa diaspora deviennent emblématiques du festival et fait parler de lui. Dans la foulée de la féroce compétition entre les organismes culturels et festivals pour l'obtention de financement, le processus est clair. Si le public est au rendez-vous, le financement est plus important. L'événement devient emblématique du patrimoine urbain puisqu'il gagne en prestige et en popularité. Et l'identité représentée gagne en visibilité et peut donc être davantage valorisée et reconnue dans l'espace public. C'est donc dans ce contexte que depuis 2003, chaque édition se conclut sous le signe d'une création artistique inédite qui se veut être une plateforme d'expérimentation de rencontres entre des univers culturels, musicaux et artistiques multiples. Et plus précisément qu'en 2012, le spectacle Dieu en 3D a vu le jour, projet que Joseph Narclay a tout d'abord pensé avec les deux sacrés, et là je le cite, le monde chrétien et musulman, en 2003, intitulé Le Cercle de l'Extase, puis qu'il l'a repensé à trois et a suivi de près lors de son développement. Ici, c'est une citation qui explique un petit peu la démarche autour de la création, et donc pour vous donner un petit peu une idée dans quelle perspective ces créations interculturelles ont lieu. Donc à travers une réflexion sur eux-mêmes, en tant qu'individus qui essayent d'échapper au formatage culturel et politique, les créateurs sollicités par Alchimie, Création et Culture tâchent de bâtir une scène qui reçoit la différence, creusant dans les dynamiques des variations et des écarts pour remonter au jour d'antiques images et invocations enfouies, décrochées de fresques de mémoire, mais illustrées avec toute la force et l'actualité de l'imagination. Ils assument la fragilité, la violence et les tensions inhérentes à toute relation, tout en dégageant le courage et la force nécessaires pour les récupérer dans l'intensité de l'œuvre. Ça vous donne un peu une idée de l'importance, surtout l'accent sur la fragilité, la violence et les tensions inhérentes à toute relation. On va voir que dans le cas du spectacle de 2012, on est totalement là-dedans. Pour Dieu en 3D, faire dialoguer le religieux sous le spectre du sacré, voici un petit peu le contexte et le discours associé à cette création. Pour cette 13e édition, le FMA repousse encore les limites du défi artistique et spirituel en proposant un véritable dialogue entre les trois sacrés. Musique et chants mystiques de l'islam, chants grégoriens et mélodies lyriques du christianisme, traditions prophétiques du judaïsme, tous se croisent dans une expérience extatique unique. À l'occasion de cette soirée privilégiée où chant, musique et danse s'épousent, l'ouverture à l'autre fait fondre les différences rituelles dans une expression harmonieuse à trois dimensions. Les derviches tourneurs, presque immatériels, suivent les voix et les mélodies dans un rite immémorial qui les conduit jusqu'à l'ivresse. Les trois traditions s'examinent mutuellement, s'apprivoisent peu à peu et finissent par se reconnaître dans le divin. Dieu en 3D, quand l'art réussit la quadrature du cercle. Ici, on voit l'absence du mot religieux, clairement. Bon, je vais développer là-dessus. À travers la présentation de l'événement, on remarque un vocabulaire se détachant du religieux pour caractériser les chants des trois monothéistes. Les trois grandes religions du livre sont évoquées, mais caractérisées sous l'expérience du sacré, du spirituel, du mystique ou du prophétique. La question que nous pouvons nous poser est de savoir comment et pourquoi on attribue un objet, un événement et dans ce cas aux manifestations au sein d'un festival la dimension sacrée. À ce sujet, Alain Vadeboncoeur, qui a participé à la création et qui a notamment été le directeur artistique avec Joseph Narclay, souligne les raisons de l'usage du sacré. Selon lui, le sacré est davantage exclusif. Il facilite l'improvisation, l'interprétation. Le religieux lui-même, qui est associé à l'institution, pourrait exclure un public ou un autre. Il s'agit de quelque chose de divin, d'intouchable, au sein duquel la question du respect du sacré de l'autre est centrale. La mobilisation de ces termes n'est pas isolée au FMA. Elle se retrouve dans la plupart des événements pour le grand public consacrés à la mise en scène du religieux, comme la floraison des festivals de musique sacrée, depuis celle de la ville de Fès au Maroc, le met en lumière. Plus globalement, une telle manifestation qui vise à donner une voix publique aux religieux, dans une société qui se définit et cherche à s'affirmer sous le spectre de la laïcité, et de l'autre des individus et des groupes porte-parole de ce religieux, ne peut qu'être l'expression d'un religieux progressiste, faisant écho au libéralisme théologique. À ce titre, en 2008, en abordant le festival Gnawa d'Essaouira, Deborah Kapchman, qui enseigne à l'université New York University,
préciser que la mise en scène du religieux sur la scène des festivals représente l'antithèse du conservatisme religieux, non pas seulement parce que ces événements sont explicitement dénoncés par des personnalités du clergé musulman comme l'imam Hassan II, mais également parce que les organisateurs du festival, tout comme leurs participants, construisent une notion alternative du sacré pour la consommation publique et populaire. Cette opposition s'inscrit dans la poursuite de la scission entre profane et sacré, qui établirait une frontière entre ces différents univers, et dans ce cas musicaux, associés aux religieux. L'idée de sacraliser le religieux et lui attribuer une valeur se détachant du commun, du banal et de l'inaccessible pourrait être interprétée comme un moyen de décloisonner la scission religieuse, laïque, développée dans nos sociétés occidentales chrétiennes, comme notamment spécialistes dans le domaine des religions, Michel Desplan ou Wilfried Smith, et plus récemment Brent Ngombri, l'ont démontré. Dans le cas observé, ce passage par le sacré, en vue de faciliter la représentation publique du religieux, rendrait accessible à tous l'expérience du partage entre les trois grands monothéismes, et plus largement d'une compréhension du religieux. Afin de concrétiser le projet, pour les musiciens et pour Joseph Narlet, il était essentiel de trouver des points en commun en matière musicale, et si possible que l'ensemble des acteurs de la création partagent le même système musical, entre au moins deux des trois traditions. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Joseph cherchait un chantre de tradition séfarade, de préférence marocaine, pour que Anouar, qui avait déjà participé au projet en 2003 avec le Cercle de l'Extase, puisse facilement s'entendre avec son homologue juif. Cette recherche du chantre séfarade fut très complexe, et je souhaiterais l'évoquer davantage car il nous éclaire sur les enjeux auxquels les organisateurs et les acteurs de la création artistique ont dû faire face, ainsi que sur la confrontation des expériences multiples du religieux. La première personne que Joseph a contactée était un jeune chantre d'origine marocaine de Montréal, un Khazan, comme on le dit en hébreu, un Khazan marocain, qui avait d'ores et déjà participé à des scènes grand public pour la musique arabo-andalouse et la liturgie séfarade. Le chantre a rapidement accepté l'invitation à condition qu'aucune femme ne chante avec eux sur scène. Le débat théologique sur la place des voix des femmes est désormais prépondérant et ne fait pas l'unanimité dans le monde juif. Cette interdiction talmudique découle de l'idée selon laquelle la voix d'une femme représenterait une source érotique et serait nudité. Elle déconcentrerait ainsi l'homme dans sa prière ou son étude. Sachant qu'il était essentiel que la création mettant en scène juifs, chrétiens et musulmans se concrétise, Joseph a alors accepté cette condition intrinsèque aux pratiques des expressions religieuses. Là, je fais une petite parenthèse, quelque chose qui, dans le cas, par exemple, du Festival de musique sacrée à Paris, n'est pas du tout passé. Lorsqu'il y a eu ces conditions-là, ils ont absolument cherché quelqu'un parce qu'ils voulaient mettre en scène des femmes. Toutefois, lors de la première répétition qui avait lieu dans le sous-sol d'une église, le chantre en question ne s'est pas présenté et a par la suite précisé qu'il ne pourrait finalement pas participer. Un second chantre de Montréal a alors été contacté, et dans ce cas précis, il en était de même. Dans un premier temps, il a accepté, et au dernier moment, il ne se présentait pas, sans donner de raison. Ces deux chantres officiant au sein de synagogues que l'on désigne comme modernes orthodoxes, il est fort probable que la répétition au sein d'une église ait finalement conduit à la rétractation de leur participation, ainsi que le lancement d'un album d'un des chantres. Le troisième chantre ayant été contacté était Aaron Ben Soussan, qui lui officiait dans une synagogue conservative, qui est une orientation théologique qui se situe entre ce qu'on appelle le mouvement réformé et de l'autre côté orthodoxe. Donc pour lui, il n'y avait aucun problème. Il est alors venu passer plusieurs semaines à Montréal avec son collègue Marcel Cohen et le violoniste Charles Ederi, tous deux d'origine séfarade du Maroc. Les artistes leaders et porte-parole des trois monothéistes ayant participé à la création musicale étaient Aaron Ben Soussan, donc pour le chant juif marocain qui habite à Toronto et chante dans une synagogue conservative, Alain Vadeboncor, qui représentait le chant chrétien, lui chanteur et directeur de l'ensemble vocal Vox, donc il n'y a pas d'association dans une institution religieuse, et de l'autre Anouar Berada, qui représentait le chant soufi, donc récitateur de tradition soufi. Tous les trois portaient des vêtements de leur office religieux respectif. Le concert a eu lieu à la salle Wilfried Pelletier de la Place des Arts de Montréal. Il y avait également 4 derviches tourneurs venus d'Alep, Marcel Cohen qui accompagnait et guidait Aaron pour la liturgie juive, 3
3 chanteurs de l'ensemble grégorien Deus Ex Machina, un ensemble instrumental avec un canoun, un violon, un nez, percussion et oud, et la participation de l'ensemble Bourda du Centre Soufi de Montréal sous la direction du cher Omar Koné. Pour la création, Joseph Narlet et Alain de Vadeboncoeur ont choisi d'alterner des mélodies liturgiques des 3 monothéistes, et lorsqu'il y avait un chanteur à l'honneur, les 2 autres participaient à travers l'improvisation. Outre les symboles de l'immatériel, donc du sonore, qui sont mis en scène, on retrouve notamment des symboles matériels, et ici, je voudrais vous montrer juste le début pour vous montrer à quoi, vous mettre un peu dans l'ambiance. Oups. Quand on entend le ney, symbole davantage de... Le chauffard, symbole du judaïsme par excellence. Et les cloches. L'idée de représenter à la fois dans l'immatériel et dans le matériel avec ces symboles assez forts des 3 monothéismes. Ici, je voudrais vous montrer donc le début où les trois leaders représentants en fait des 3 monothéismes chantent, et notamment que j'ai pu interroger uniquement Aaron et Vadeboncoeur, Alain pardon, avec lesquels j'ai travaillé, parce que malheureusement un noir était pas là, donc j'ai pas pu l'interroger, mais j'ai surtout les témoignages de Aaron et de Alain. Donc ici, un moment qui, pour Aaron et Alain, a été caractérisé comme assez fort et assez puissant, tant dans la préparation sur le long terme que sur scène.
voyez toute la symbolique autour justement du moment où ils s'embrassent, etc. Je voudrais vous montrer un autre passage. Donc on voit que chacun est un peu à l'honneur, et de l'autre côté, ce qu'ils expliquaient, en fait, une espèce de mélodie, et puis de l'autre côté, l'idée de soutenir par une pédale, en fait, qui tourne lorsque c'est Aaron qui commence, ensuite c'est Anouar, et ensuite c'est Alain. Donc il y a vraiment l'idée on établit, on fait une mélodie, de l'autre on le soutient. Je voudrais vous montrer juste un autre passage. C'est le chant Inematov, où justement on va voir comment en termes stratégiques ils ont fonctionné parce que c'était vraiment pas simple de pouvoir aligner tout le monde. Donc l'idée était toujours on met au centre l'une des traditions, et ensuite de l'autre côté les autres improvisent. Mais pour pouvoir improviser, il faut connaître le langage musical. Donc là Alain a dû négocier plusieurs choses, parce que évidemment il était assez éloigné de l'univers des Makam, mais en tout cas on va voir ça. Partir de 32. Tout au long du processus, les trois chanteurs récitants échangeaient continuellement sur leur usage religieux respectif quant au chant, leur permettant ainsi d'en apprendre sur les pratiques, les expressions et les croyances religieuses externes à la tradition. Ils ont travaillé pendant à peu près 5 semaines ensemble, et se sont côtoyés presque tous les jours en fait. Ils choisissaient donc non sans hasard les chants de chacun de leur univers religieux, le plus souvent sur la base du rituel. Au-delà de la confrontation avec un univers religieux par le biais du savoir et de la connaissance, cette confrontation se faisait également en termes expérientiels sociaux. Alain et Aaron racontent comment ils ont respectivement fait face à l'altérité lorsqu'il était question de cacheroute, notamment de repos shabbatique ou encore du ramadan, puisque les premières répétitions avec Anouar ont eu lieu dès juin 2012, ou encore dans la découverte du système des Makam. La création interreligieuse laisse place à une véritable rencontre musicale, sociale et culturelle qui se concrétise et est rendue possible par un processus de sacralisation des manifestations. La mise en juxtaposition du religieux qui vise la promotion d'un discours social et politique du vivre ensemble nécessite de véritables négociations et ajustements d'ordre musicaux et esthétiques dans un premier temps, mais également social et culturel, une grande flexibilité, un sens de l'improvisation et surtout un langage pour le moins en commun entre les participants. Au-delà des nombreuses critiques qui peuvent être faites sur ce type d'événements semblables ayant une tendance à mythifier, à romantiser ces expériences de l'interreligieux et de l'interculturel, les expériences que les artistes ont pu vivre au sein de ce festival par le biais de cette création, le processus et surtout les résultats a posteriori de la manifestation met en exergue la concrétisation d'un projet social ayant agi sur les individus interrogés. L'ensemble des artistes et surtout les solistes ont en mémoire cet événement comme un élément marquant dans leur carrière, tant musicale qu'en termes d'expérience sociale et culturelle, ayant encore des retombées dans leur quotidien, notamment dans la transmission de la connaissance de l'autre, dans le cas de Alain et de Aaron qui officie au sein d'une synagogue conservative, qui justement parle beaucoup de cette expérience-là et est devenu un petit peu un porte-parole de ce partage avec le monde musulman. Non sans prétention de représenter une image du religieux qui aurait su satisfaire tout à chacun, que l'une des premières critiques en sortant du concert était surtout l'idée de où sont les femmes. On parle du dialogue, tu vois, c'était une grosse critique, et même moi, ça a été une de mes premières critiques. Mais bon, le directeur du festival a accepté les difficultés, les critiques et les complications de cette mise en scène du religieux, tout en sachant que les spectateurs éclairés n'ont certainement pas laissé inaperçu l'absence de femmes sur scène et plus largement une représentation du religieux où, tout en mobilisant le sacré, les symboles individuels pouvant être envisagés comme des éléments de création de frontières. Et ces éléments ont été respectés et acceptés dans leur intégralité pour que le projet prenne forme à l'image de la réalité du terrain, et non sans romantiser et mythifier une expérience de l'interculturel ou de l'interreligieux. Dans le cas observé que cette création
religieuse, on découvre qu'un tel projet nécessite deux types de traversées de frontières. L'une qui se veut sociale et l'autre musicale, les deux s'entremêlant et s'alimentant tout au long du processus. Par la performance musicale, il s'agit ainsi de laisser se côtoyer des univers culturels et religieux distincts par le truchement de procédés de performance et de paramètres musicaux qui représentent ces univers. Pour mes interlocuteurs, ces frontières, initialement religieuses, culturelles et sociales, sont traversées par le musical, étape qui ne peut néanmoins aboutir sur la base d'une certaine connaissance musicale commune. Plus globalement, on peut alors s'interroger sur les festivals en tant qu'agents de représentation de l'identité. Ces derniers tentent ainsi de mettre en scène ce que les individus et ce qu'ils incarnent en termes identitaires reconnaissent et se représentent comme étant leur patrimoine. Ils peuvent alors être considérés tels une interface comme des espaces de production d'une narration et d'un discours sur l'identité, cristallisant ainsi les négociations entre l'espace urbain et les communautés culturelles. Merci. Alors, je suis désolée de vous dire qu'il faut garder les questions pour la dernière partie de notre rencontre d'aujourd'hui. Merci Jessica pour cette conférence et on enchaîne tout de suite avec Monsieur Daniel Latouche. Oui. Oui, Ce serait mieux de déplacer. Monsieur Latouche, professeur honoraire ici à l'INRS au département d'urbanisation, culture et société. Et il est aussi membre du conseil d'administration de Vue d'Afrique depuis 2015 et consultant en développement international, notamment en Afrique. Monsieur Latouche a travaillé sur la contribution des arts de la culture au développement urbain, en particulier ici à Montréal. Et ces publications ont porté sur les ateliers d'artistes à Montréal avec belle avance, sur la modernité artistique et urbaine à Montréal entre 1917 et 1960. Est-ce que c'est correct? Ça ressemble à mon CV, à peu près. Okay. Et puis, en matière de diversité ethnoculturelle, il a publié de nombreux travaux sur l'accommodement dans les villes. Par exemple, Atlanta, New York, Bruxelles, Barcelone et Montréal aussi. Les spécificités du cosmopolitisme montréalais et la contribution des pratiques sportives, culinaires et artistiques à l'accommodement qui ont fait l'objet de son ouvrage publié en 2003 titré « Voulez-vous manger avec moi ?» Pratiques interculturelles en France et au Québec. Donc on passe pour cette deuxième conférence dont le titre est « La diversité est-elle soluble dans les spectacles ?» d'un discours un peu plus spécifique sur une étude de cas, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jessica, à une réflexion, j'ai l'impression, un peu plus d'ordre épistémologique, où vous allez mettre ensemble des concepts qui peuvent apparaître au début un peu en contradiction, il semblerait y être même un peu peut-être oxymore entre le concept d'un côté de diversité, altérité et celui de cosmopolitisme. Alors, j'ai hâte de voir comment ces deux aspects vont être mis ensemble, mais je pense... J'ai pas de PowerPoint. Je suis en grève contre les PowerPoint. Donc, c'est un des avantages d'être à la retraite ou professeur honoraire, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des PowerPoint. Donc, on peut les faire après. Donc, je vais vous... donc, vous avez remarqué, je zézeille un peu parce que j'ai eu un contact un peu brutal avec l'interculturel sportif au Niger. C'est pas rien de très très politique. C'est j'ai décidé d'aller voir un match de foot
Et mon voisin était pour l'autre équipe et me donnait un fichu coup de coude dans le visage. Donc, je suis une victime des pratiques sportives divergentes au Niger. Donc, ça fait bizarre parce qu'on s'éseille lorsqu'on parle. Donc, je vais vous parler un peu c'est un peu tout mélangé, autour du festival Vue d'Afrique. Parce que c'était ça, je pensais, l'idée, c'est ça, c'était l'idée de départ, cette question de mise en scène et de festival. Sujet sur lequel, avec d'autres ici, on a beaucoup travaillé, sans jamais vraiment avoir participé à un festival, autrement que comme spectateur, toute la floraison de festival à Montréal, plus le débat sur est-ce que les festivals c'est bon c'est si bon pour le dynamisme urbain ou pour la création artistique ou pour les publics, etc. Donc depuis, je pense que c'est 2014, mais je me souviens plus exactement. Je pense, je suis sur le conseil d'administration de Vue d'Afrique, dont je connaissais vaguement l'existence, qui en est quand même à sa 32e saison, son 32e festival, qui la prochaine présentation est du 17 au 24 avril. Donc, ma perspective sur le festival est pas complètement différente. Elle reprend certains des thèmes sur le côté de négociation, de logistique, de pratique d'organiser un festival, mais pas dans un climat, pas ce genre de négociation-là, beaucoup plus une négociation sur qu'est-ce qu'on a à offrir comme festival sur la place de Montréal. Donc, c'est c'est pas tout à fait le nom Vue d'Afrique. Beaucoup d'attention a été portée sur ce mot-là, Vue d'Afrique. Ça apparaissait probablement il y a 30 ans comme un jeu de mots assez cute sur les vues. Les petites vues, comme on disait à l'époque ici, Vue d'Afrique, et là, il s'ajoute à ça et du monde créole. Ça dépend un peu à qui on demande une subvention et à qui on veut réserver une salle, si on s'annexe ou on s'annexe pas la créolité. J'ai bien aimé ce commentaire dans la présentation sur comment on annexe des groupes, des diasporas, etc. Et évidemment, dans ce cas-ci, l'Afrique dont on parle, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne, et c'est beaucoup, quoique ça change, l'Afrique subsaharienne francophone, ce qui met tout de suite le problème sur certains pays un peu bizarres de ce côté-là, entre autres Madagascar, où va y avoir le prochain sommet de la francophonie, qui amène tout un débat à savoir si c'est en Afrique ou si c'est pas en Afrique. Les Malgaches eux-mêmes considèrent comme une sorte de, je dirais pas une insulte, mais une faute de goût de les traiter d'Africains, ou de dire qu'ils sont en Afrique. Eux se voient à Madagascar, un point c'est tout, ils ont fait une sorte de trop-plein ou de surplein d'identité, et ils n'ont pas besoin de références autres que leur appartenance à la grande île. Donc, dans un festival qui entend représenter une entité géographique et non pas culturelle, on pourrait penser que c'est simple, mais il y a tout de suite un problème qui est dans la géographie et qui n'est pas dans la géographie. Donc, il y a effectivement plusieurs Afriques. Donc, c'est un festival qui a des connotations géographiques extensibles, et c'est un festival de cinéma. Ça m'a assez étonné, parce que j'avais une image du festival Vue d'Afrique comme faisant partie de tout ce dispositif d'interculturel, de multiculturel, de rencontres, de diversité, en tout cas, tout ce corpus, ce dispositif qui s'est mis en place,
et assez peu sur le cinéma. Bien non, c'est effectivement un festival de cinéma fait par des mordus du cinéma, autour du cinéma, autour des cinéastes. Et donc, c'est un festival très personnalisé de ce côté-là. C'est un festival qui s'adresse, dont la matière première est environ à peu près 500 cinéastes qui produisent des images en Afrique, surtout en Afrique francophone. C'est beaucoup plus si effectivement on inclut le Nigeria et l'Afrique du Sud. Donc, c'est un choix conscient du festival de s'en tenir à faire un festival du cinéma ou des images africaines à Montréal. Donc, ils font partie d'un réseau de tels festivals dans le monde. Il y en a environ une quinzaine assez importants, dont le plus connu depuis quelques années parce qu'il y a Depardieu, Catherine Deneuve et quelques autres stars lui donnent une présence, c'est Marrakech. Et donc, le but, c'est d'avoir un petit, grand festival de cinéma africain à Montréal. Évidemment, ça implique aussi toutes sortes d'ajustements à la marge, j'ai déjà parlé des ajustements géographiques, mais j'ai été surpris de l'entêtement cinématographique des gens qui animent le festival. C'est vraiment une équipe de 4 ou 5 personnes, un Français d'origine, assez peu dans le noyau dur du conseil d'administration de cet organisme-là, assez peu de la communauté africaine de Montréal, j'y reviendrai, mais c'est un noyau dur cinématographique. Donc, ça court les festivals pour trouver des films pour trouver des cinéastes qui vont vouloir présenter leurs films à Montréal. Donc, l'objectif premier du festival, c'est de faire connaître et de diffuser le cinéma africain. C'est pas l'interculturel, c'est pas le rapprochement des cultures, c'est pas transcender un certain nombre de problèmes communautaires. C'est vraiment un projet artistique et culturel qui est un peu, moi-même quand je suis arrivé, un peu bizarre parce que c'est pas à Montréal qu'on va, je pense en tout cas, sauver ou diffuser le cinéma africain, quoique j'ai été amené à changer d'avis. La deuxième orientation stratégique, je parle comme ça, je vais vous expliquer pourquoi je parle comme ça, c'est maintenant une contribution, de contribuer au rayonnement et au renforcement de la scène culturelle montréalaise. Ça vient d'un débat, je ne sais pas si c'était un peu la même chose pour le Festival du monde arabe, mais donc la situation financière, vous pouvez facilement vous imaginer d'un petit organisme comme ça, c'est assez catastrophique. Ça vit de subvention en subvention et c'est une sorte de bénévolat où tu payes pour travailler. C'est du bénévolat à l'envers, je veux dire, où tu payes pour travailler. Et donc, moi je suis arrivé là-dedans et le ministère, je ne me souviens plus quel ministère, ou même la SODEC, avait décidé, on va vous aider à faire un plan stratégique. Moi, il fait que je passe ma vie à faire des plans stratégiques pour des pays, des régions, des villes, etc., etc. Donc, on a eu droit à un grand consultant stratégique culture du ministère. Et c'était très intéressant, en tout cas pour moi, de me faire animer dans le développement, pour faire un développement stratégique, parce qu'évidemment, moi, j'avais l'impression de tout connaître ça, et lui, c'est un jeune consultant, et là, tout de suite est arrivé un débat. Je ne sais pas si c'était un peu la même chose dans le Festival du monde arabe ou dans d'autres festivals, à savoir,
est-ce que nous, on se concentre sur le cinéma ou si on rajoute quelque chose sur la scène culturelle montréalaise? Et là, moi, je poussais effectivement beaucoup pour ça, en leur expliquant que l'année prochaine, 375e, le maire Coder, bon, etc., etc. Donc, moi, j'avais essentiellement une approche stratégique, mais il y avait l'intégrité du projet du festival. Donc, il y a eu une sorte de flou artistique qui s'est transmis dans les objectifs stratégiques et le plan, les priorités de ce genre de documents-là pour la SODEC. Et j'étais assez étonné de voir comment le poids que la SODEC avait dans ce genre d'entreprise-là. Et la concurrence féroce qui existe entre les organismes. Il y a un volet à la SODEC qui est un volet festival de films. Bon, festival Montréal, mais d'Abitibi, etc., etc., etc. Et nous, on rentre là-dedans. On a des concurrents qui sont Afrique aussi, qui ont le label Afrique, Nuit d'Afrique, entre autres, et quelques-uns d'autres, qui n'ont pas de créneau à la SODEC comme tel. Donc, j'ai remarqué que la SODEC, je pense, n'était pas dans les commanditaires. Donc, la SODEC se voit essentiellement quelque chose qui en appuie au côté professionnel des arts et de la culture. Donc, ce que je percevais au départ comme une sorte d'entêtement de vieux partisans de ciné-club dans les sous-sols d'église où on veut voir des films africains, uniquement des films africains, était en fait une démarche stratégique beaucoup plus fine que je l'avais perçue pour se caler dans une vision professionnelle ou de professionnalisation du milieu artistique et culturel véhiculée par la SODEC. Bon, on pourrait discuter longuement si ça remplit ces niches-là, mais le festival, avec les années, s'est donné toutes sortes de dimensions de professionnalisation. Par exemple, des masterclass de cinéastes québécois ou de cinéastes africains pour des étudiants québécois en cinéma. J'avoue que j'ai assisté à une. C'était assez surréaliste de voir des étudiants québécois ou des jeunes intéressés par le cinéma avec un cinéaste africain pour essayer d'échanger là-dedans. C'était vraiment... ça a valu un film où on était sur une autre planète parce qu'ils n'avaient pas vraiment les mêmes référents de ce que je sais d'être les référents du cinéma. Donc, s'ajoutent au festival toutes sortes de pratiques professionnelles ou de dispositifs professionnels, des masterclass, des soirées thématiques, et des soirées pour jeunes professionnels, etc. Le gros problème, c'est que des étudiants africains en cinéma à Montréal, ben, je pense qu'ils sont deux. Quand il y en a un qui a le rhume, ben puis si c'est l'année où ils se parlent pas, ben ça va pas. Je pense que je surestime la situation. Mais c'est que derrière tout ce discours sur le festival, il y a cette dimension professionnelle. Est arrivé dans le festival cette année, l'année dernière, deux jokers, si on peut dire, qui viennent un peu tout bouleverser. Le festival s'est rendu compte qu'ils étaient dépositaires dans le backroom d'environ 300 copies de films africains. Donc, probablement, après Paris, la plus grande concentration de films africains sur des étagères, dans les bobines, qui n'ont jamais vraiment été classés, qui doivent se défraîchir, je suppose.
mais qui sont là et qu'on pourrait peut-être numériser. Évidemment, la numérisation, c'est pour ça que j'ai bien aimé le titre Dieu en 3D, parce qu'il y avait un petit côté technologique là-dedans, mais qui n'était pas du tout, qui ne se reflétait pas du tout. Donc, le cinéma africain va maintenant probablement se numériser à Montréal. C'est un peu aussi surréaliste lorsqu'on y pense, parce que, évidemment, la francophonie offre son support moral absolu, et UNESCO est parti luncher et n'est pas du tout intéressé à ça. Et les Africains eux-mêmes ne voient pas vraiment, ils voient peut-être le besoin, mais dès que l'idée de faire un conservatoire des œuvres numériques. Donc, il va y avoir un volet numérique qui est important et qui va permettre au festival de remplir sa mission première pendant plusieurs années. Les organismes, je pense, comme les festivals de deuxième catégorie, les premiers essayent de tout couvrir, je pense à musique et jazz, etc. Les autres essaient de s'ajouter des volets et d'en éliminer. Vue d'Afrique a un peu laissé tomber toute la dimension interculturelle parce que il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain là-dedans. Le cinéma n'est peut-être pas le volet le plus, pas le volet, mais l'outil le plus favorable à de des pratiques interculturelles, mais il y a quand même une présence de ce côté-là. Par exemple, c'est ainsi un échange de mails frénétique, à savoir est-ce que on va couvrir c'est la semaine antiracisme, je pense, la semaine prochaine. Donc là, on a notre conseil d'administration, il faut déplacer le conseil d'administration, etc. Donc il y a toute une logistique d'ONG qui pour moi est assez intéressante parce que je la vois toujours de l'autre côté quand je travaille en Afrique ou ailleurs. Donc, le festival est centré sur un choix, une volonté de professionnalisation et donc moi je me suis tout de suite demandé quelle est la politique de quel film on va chercher, etc., etc., etc. Bon, il y a évidemment ce qui est écrit sur papier, c'est que on va chercher des films qui représentent la nouvelle image de l'Afrique, etc., etc. Bon, ça se passe pas exactement comme ça se passe beaucoup plus comme les deux premiers choix dans le festival en 3D n'étaient pas disponibles ou ne voulaient pas. Bon, ça se passe un peu comme ça. Et donc, on se rend compte que les cinéastes africains, ils sont dans un marché mondial et ils sont essayés de vendre leurs films pour un festival plus ou moins prestigieux. Donc, c'est plus important d'être dans la section africaine d'un festival plus prestigieux ou la section femmes ou la section première œuvre ou la section etc., que d'être dans un film invité dans un petit festival. Donc, il y a une sorte de, ce que j'ignorais complètement, il y a cette mise en festival de la création, de la diffusion culturelle et artistique, c'est quelque chose de mondial. Et c'est quelque chose où il y a véritablement une compétition, je dirais pas urbaine, parce que c'est toujours, la plupart du temps, c'est associé à des villes, mais il y a un certain nombre de places fortes qui se mettent en place de ce côté-là. Et peut-être un autre défi que ce festival-là a, c'est l'organisation des festivals à Montréal, qui ne cadre pas nécessairement bien avec l'organisation de cette scène mondiale des festivals. Donc,
la programmation se fait en essayant d'aller chercher les meilleurs films disponibles, en allant chercher beaucoup de films. Je suis assez surpris. Bon, je suis pas assez féru de cinéma et de cinéma africain pour savoir si tous les films choisis et représentés sont. Donc c'est un festival qui a une volonté de se placer de façon bien précise et qui rencontre un certain nombre d'obstacles, je pense, importants pour les prochaines années. Il y a un certain nombre de choses, par contre, qui jouent en sa faveur. Le premier, c'est évidemment la scène culturelle et artistique de Montréal. Il y a beaucoup de festivals. Et ça devient très, très difficile face à tous les commanditaires privés et à tous les mécènes et les marrains et marraines et parrains et parraines de se fier à la tâche de ce côté-là. L'univers, si vous voyez le calendrier avec lequel l'année commence, on commence par poser les semaines de lecture, les vacances des uns et des autres, le ramadan, évidemment, tout un ensemble. Et quand vous avez tout fini ça, bien, il reste 2 jours et demi de disponible. J'exagère à peine. Donc, c'est pour ça que ce festival est le premier de l'année des festivals. Donc, il est en avril. C'est le premier après Montréal en lumière. Donc, la scène culturelle et artistique montréalaise en termes de festival est dense, mais c'est surtout qu'elle est en train de changer. Il y a, pour beaucoup de festivals, le 375e, la combinaison du 375e et de M. Roson fait en sorte que, est-ce que Montréal ne devrait pas plutôt être un seul festival? Et c'est l'image un peu mythologique d'Édimbourg qui est mis devant. Donc, un seul grand festival où chacun avec une sorte de sous-traitance, avec un certain nombre de pôles forts qui sont ceux qu'on connaît, l'humour, le jazz, etc. Et d'autres, des festivals de niche qui font en sorte que du 1er avril au 31 octobre, en fait, c'est le créneau, c'est l'heure avancée, à toute fin pratique. Donc, 15 mars, je pense que c'est 2000. Et donc, ça, c'est cette mise en festival unique cause un très grand problème à un petit festival qui veut jouer dans la cour des grands. Deuxième problème, la scène cinématographique montréalaise ou québécoise. J'ai été très surpris de voir, donc là, il y a des conseils d'administration, dans les comités, il y a vraiment des spécialistes du cinéma québécois, canadien, etc., et montréalais là-dessus. Et personne n'a vraiment d'explication sur pourquoi l'excentrisme, pourquoi le Festival des films du monde, oui, l'OSVIC, oui, tout ça, mais il y a un problème de cinéma au Québec et à Montréal, que effectivement celui-là, en tant qu'Africain, auquel il fait face. Troisièmement, le problème de l'Afrique. Image très, très négative de l'Afrique. Image très, très négative auprès des communautés africaines de Montréal. C'était aussi un autre de mes assez grandes surprises. Je pense que c'est pas du tout comme les autres festivals ethno-culturels, religieux, bon, peu importe, ou géographiques. Les communautés africaines de Montréal ne se reconnaissent pas et ne sont pas vraiment intéressées par leur festival. Oui, si un Didier Drogba qui arrive du cinéma du Burkina
et qui est à Montréal pour 2 jours. Là, les Burkinabés vont venir. Mais les autres ne viendraient pas. Il y a la question de la langue. Évidemment, on est appuyé par la francophonie, ce qui fait en sorte que l'année dernière, on a, je vais terminer là-dessus, l'année dernière, on a eu, je pense, 24 heures d'affilée de cinéma et de séries télévisuelles du Nigeria. C'est une expérience, ça, là, c'est plus que surréaliste, je vous le garantis. Et donc, il y a un truc qui s'appelle Nollywood. Il y a une industrie du cinéma, je vois que tu connais ça, du cinéma nigérien, de l'image du Nigérien, qui s'apprête à déferler. Et là, c'était peut-être une coïncidence, je viens de passer un mois au Niger, j'étais donc de l'autre côté du fleuve, en face de Boko Haram, c'était tout à fait pacifique. Et donc, il y avait énormément de séries du Nigeria, traduites ou mal traduites en français avec des sous-titres. Donc, je me suis tapé plusieurs dizaines d'heures de téléséries du Nigeria. C'est assez spécial, comme c'est pas du tout du même calibre ou du même sorte que du Nigeria. Donc, le festival va essayer de s'ouvrir du côté des images africaines. Et on a voulu faire pas une semaine, mais un 24 heures de publicité africaine. Pourtant, il y a plusieurs d'entre nous là-dedans connaissons assez bien l'Afrique. Il y a une sorte de problème avec les images en Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens d'avoir lu la même analyse sur un grand bouquin de mon ancien co-directeur de thèse sur le déficit floral en Afrique. Les Africains n'aiment pas les fleurs, en général. Mais je pense que c'est au niveau des images, il y a aussi un problème. Donc, le festival, je pense, a un gros problème de se positionner là-dessus. Je vais quand même terminer sur une note positive. Et là, je ne vais pas tout l'expliquer, mais dans ma démarche personnelle, quand j'ai commencé ce job-là à l'université il y a plusieurs dizaines d'années, j'avais été frappé par un livre de Ballandier où il parlait du temps et de l'espace et le messianisme comme une catégorie de l'échec et comme un refuge dans l'histoire et dans le temps et un refus de l'espace. Et j'ai l'impression que on le voit un peu dans le cinéma africain. La mémoire commence à revenir dans ce cinéma-là. On fait, 30 ans après sa mort, des best-sellers et des films sur Sankara, qui n'ont plus beaucoup à voir avec la réalité, mais l'image ressort. On fait des films, je dirais pas historiques, mais des films où la mémoire... et je me dis, quelque part, je pense que cette recherche de mémoire avec, au Québec, pour toutes sortes de raisons, peut-être pas un nouveau refuge dans la mémoire, mais une volonté d'aller du côté de se rappeler des choses. Donc, probablement que ces formes de cinéma-là, où le temps devient important, on va peut-être plus facilement coexister. Mais ça nous amènerait dans un tout autre débat. Voilà. Merci.